Nouvelle semaine, nouvelle actualité, nouvelle dynamique. C'est lundi et nous parlerons dans ce journal de visite. Le secrétaire permanent du G5 Sahel a été reçu en audience ce matin par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Les précisions dans quelques instants. Et puis le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, lui aussi a été reçu en audience, mais par le premier ministre Paul Kaba Thieba. Bienvenue à ce journal. Le secrétaire permanent du G5 Sahel, Mama Sidikou, a été reçu ce lundi par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Faire le point des activités de la structure et présenter les perspectives de l'organisation. C'est ainsi que s'est articulé l'entretien entre les deux hommes. Théodore Yamiogo pour le reportage. Le secrétaire permanent du G5 Sahel a été reçu en audience par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, autour de cette force conjointe de lutte contre le terrorisme. Il s'est agi pour le secrétaire permanent de rendre compte des activités de l'organisation et de parler de certains projets pour la sous-région. En ce moment, nous mettons beaucoup l'accent, sur les questions de développement. En particulier, tout ce qui peut être fait pour que nos populations sur les frontières aient une vie plus décente, sentent beaucoup plus la présence de nos États dans des secteurs aussi cruciaux que l'eau, l'hydraulique d'une façon générale, mais aussi toutes les questions d'accès à la justice et de cohésion sociale dont nos pays ont besoin. J'ai pris les avis du président sur la question, je lui ai parlé un peu des programmes d'urgence que nous prévoyons dans ce cadre-là. Il a également été question au cours de cette audience de développement avec la conférence des bailleurs et partenaires dans la mise en œuvre de 40 projets intégrateurs pour la région. Sur le plan de développement, nous allons en particulier parler de la conférence qui aura le 6 décembre à Nouakchott. Certains l'appellent table ronde, c'est une conférence de coordination des bailleurs et des partenaires pour nous accompagner dans la mise en œuvre de projets, des 40 projets que nous avons arrêtés pour la région, essentiellement sur les zones frontalières en ce qui concerne tout ce qu'il y a comme projet intégrateur, avec des liens évidemment avec les projets nationaux. Et nous allons faire en sorte que nos partenaires de façon précise puissent savoir comment nous accompagner à les réaliser. Notons qu'il est prévu le 21 septembre une réunion avec l'Alliance Sahel qui regroupe un certain nombre d'organisations comme la Banque mondiale et la Banque africaine de développement pour faire le point sur le programme d'urgence du secrétariat permanent. Depuis le 1er juillet dernier, le nouveau vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique est connu. Afezak Ganem est son nom. Un mois après sa nomination, il met le cap sur le Burkina Faso où il a été reçu ce matin par le Premier ministre Paul Kaba Thieba. Avec pour vision d'intensifier l'aide en faveur des États fragiles et en conflit, le développement du Burkina Faso a été au cœur des échanges. Samuel Wangré et Odette Zouangena. Je suis très content d'être ici à Burkina Faso et je suis aussi très reconnaissant à Monsieur le Premier ministre pour les discussions que nous avons eues et pour la coopération et le partenariat très important entre la Burkina Faso et la Banque mondiale. Avec Monsieur le Premier ministre, nous avons évoqué les priorités de développement de Burkina et ce que la Banque mondiale peut faire pour soutenir ce pays et pour continuer à financer les projets importants pour le développement. Donc nous avons parlé de l'importance du développement humain, des secteurs sociaux, donc les investissements dans la santé, dans l'éducation et surtout la santé maternelle et la santé des enfants. Nous avons aussi évoqué les besoins en termes d'infrastructures et surtout les infrastructures en termes de l'électricité et l'eau et l'assainissement et le projet que la banque finance dans ces domaines. Et nous avons parlé de l'importance de créer plus d'opportunités pour la jeunesse et pour les jeunes au Burkina Faso et comment développer l'économie numérique et la création d'emplois dans le numérique. Donc comme vous voyez, nous avons
couvert beaucoup de sujets, inclut aussi l'agriculture et la sécurité alimentaire, qui est très très important. Nous à la Banque mondiale, c'est l'institution qui a comme vocation la lutte contre la pauvreté et le soutien du développement économique. Et donc nous sommes très très contents de notre partenariat avec le Burkina Faso et avec les efforts que le gouvernement met pour assurer la croissance et le développement du pays. Merci beaucoup. Merci. Hors de chez nous, à présent, le rapprochement entre la Corée du Nord et celle du Sud aura permis à près de 200 familles de se retrouver après 68 ans de séparation. Un convoi historique pour les familles séparées par la guerre de Corée. Dans ces bus, 89 Sud-Coréens tirés au sort, prêts depuis de longues heures à revoir des proches, comme Lee Soo-nam et son frère resté au Nord. Il est très vieux. Je veux vraiment lui exprimer ma gratitude pour avoir vécu si longtemps. J'en suis très reconnaissant. Une réunion rendue possible par le rapprochement des deux pays. En avril, leurs leaders s'étaient même rencontrés et pour la première fois depuis la guerre dans les années 50, un dirigeant du Nord foulait le sol sud-coréen. Mais les réunions de famille sont rares et certains ne reverront pas leurs proches. Je vais rencontrer mes neveux, qui sont les enfants de mon grand frère. Mon frère est décédé, mais j'ai entendu dire que mes neveux étaient encore en vie. Et je n'ai jamais vu leur visage. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis heureux. Aucun traité de paix n'a été signé entre les deux Corées, toujours officiellement en état de guerre. Les communications civiles sont donc interdites, au grand désespoir des familles. La plupart ne se sont pas revus depuis la guerre de Corée. 68 ans après, ces familles nord- et sud-coréennes se retrouvent enfin. Suite à un rapprochement des deux Corées, près de 200 familles sont en ce moment même réunies dans la station de montagne nord-coréenne du mont Kumgang. Lee Gum-sum a 91 ans. Elle va rencontrer son fils dont elle a été séparée alors qu'ils essayaient de fuir pendant la guerre. Je suis sûre que je ne le reconnaîtrai pas. Il avait 3 ans, mais maintenant il en a 71. Et il ne me reconnaîtra pas non plus. Je veux savoir comment il a vécu toutes ces années, s'il a été élevé par une nouvelle mère ou si c'est son père qui l'a élevé tout seul. En 2000, plus de 100 000 Sud-Coréens s'étaient portés candidats en espérant se réunir avec leur famille. Mais le temps est compté pour les survivants de la guerre. Plus de la moitié de ceux qui s'étaient inscrits sont aujourd'hui décédés. Pendant la guerre, c'était une activité interdite aux filles. La natation est désormais autorisée à Mossoul et à cet effet, plusieurs jeunes filles se jettent à l'eau. Mossoul porte encore les stigmates de l'affrontement entre les forces irakiennes et l'organisation État islamique de l'année dernière. Désormais, Malak, 10 ans, peut se rendre à la piscine comme une douzaine d'autres filles. La natation était interdite aux femmes lorsque les djihadistes avaient fait de cette ville leur fief. Omar Ibrahim les entraîne tous les jours pendant 2 heures, mais il reste lucide. Il a besoin d'aide pour accomplir le rêve des jeunes filles. Après 3 ans de domination djihadiste et 9 mois de bataille, plusieurs piscines ont été détruites. Pour le moment, les nageuses utilisent gratuitement le bassin en plein air, mais elles devront trouver une piscine couverte pour l'hiver. En un mois, l'Indonésie a enregistré 3 tremblements de terre. Le dernier s'est produit hier dimanche avec beaucoup plus de victimes.
L'Indonésie, de nouveau touchée par une série de tremblements de terre. L'île de Lombok a encore été frappée ce dimanche. Le plus puissant d'entre eux, de magnitude 6,9 sur l'échelle de Richter et suivi d'une centaine de répliques, a fait au moins 10 morts et des dizaines de blessés. Dans les rues, des scènes de panique, les habitants et les touristes se sont précipités en dehors des bâtiments de crainte d'être ensevelis après les séismes qui ont tué près de 500 personnes il y a tout juste 2 semaines. Cette fois, l'épicentre se trouvait à une faible profondeur, mais le tremblement de terre, d'une intensité similaire, a été ressenti jusqu'à Bali. La plupart des victimes ont été recensées dans l'est de Lombok et sur l'île voisine de Sumbawa, où un hôpital a dû être évacué. Les secousses qui ont provoqué de nombreux glissements de terrain ont à nouveau détruit des centaines d'édifices. Voilà, ainsi s'achève cette édition. J'ai été ravie de vous la présenter. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonsoir chez vous.